Bonsoir Véronique. J'ai le plaisir de t'accueillir pour le numéro des cahiers pédagogiques Racisme et école. Et tu es intervenue en fait, dans ce numéro à propos de la scolarisation des enfants roms. Alors, comment tu es arrivée sur cette question de la scolarisation des enfants roms? Tu peux nous raconter un peu pour nous donner envie de lire le numéro et ton article. À toi la parole. Alors, j'ai été pendant plusieurs décennies directrice d'école à Bobigny et il s'est trouvé qu'à partir des années 2000 sont arrivées en France de nombreuses familles roms venant de Bulgarie et de Roumanie en raison de l'ouverture des frontières de Schengen et du racisme extrêmement violent qu'ils subissaient dans leur pays d'origine, qui les a conduits à aller chercher, aller voir ailleurs si l'herbe y était plus verte. Par ailleurs, au même moment à Bobigny, il y avait d'énormes friches industrielles à l'abandon. Et donc, les Roms ont été construire sur ces friches industrielles à l'abandon de très nombreux bidonvilles sur toute la Seine-Saint-Denis. Et beaucoup d'écoles se sont trouvées confrontées à la question de la scolarisation des enfants, avec des municipalités qui avaient parfois fait le choix d'en scolariser quelques-uns, parfois fait le choix de tous les scolariser et parfois fait le choix de n'en scolariser aucun. Et c'est donc là que j'ai découvert que la loi sur l'école obligatoire laïque gratuite de la République pouvait être bafouée sans aucune sanction à l'égard des collectivités concernées. C'est-à-dire qu'une collectivité qui ne voulait pas scolariser les enfants n'était pas plus tenue de le faire en contournant la loi de manière extrêmement simple, c'est-à-dire en exigeant des gens qu'ils produisent une quittance de loyer ou un acte d'achat pour prouver qu'ils habitaient dans la ville et donc excluant de fait tous les habitats informels, ce qui ne s'était jamais passé parce que la Seine-Saint-Denis, comme toute la couronne parisienne, en tout cas la couronne est parisienne, a été confrontée depuis un siècle à de gigantesques bidonvilles. Il y avait des dizaines de milliers d'Algériens, de Portugais qui vivaient dans des bidonvilles dans les années 60, 70. Et pour ces populations, les municipalités massivement de gauche se sont toujours battus pour scolariser les enfants. Et là, brutalement, à partir du XXIe siècle, les municipalités de droite et de gauche ont, pour l'essentiel d'entre elles, refusé de scolariser les enfants, en disant c'est trop de misère, on ne sait pas quoi faire. Et à la question on ne sait pas quoi faire, nous, on a répondu, enfin nous, l'équipe de mon école, nous avons répondu il ne faut pas se poser de questions. Parce que, évidemment, si on commence à se dire que tel enfant n'a pas le droit à l'école parce qu'il est rom, parce qu'il est pauvre, parce qu'il est sale, parce qu'il n'est pas socialisé comme on voudrait qu'il soit socialisé, mais ça n'a pas de limite. Parce que l'enfant qui n'est pas bien élevé, l'enfant qui n'est pas sage, l'enfant qui est handicapé, l'enfant qui est en difficulté scolaire, si je commence à me dire que je vais refuser un tel ou un tel, mais c'est des milliers d'enfants qui seraient refusés dans les écoles. Parce que ce qui caractérise les enfants, en général, c'est de ne pas être sage. Un enfant sage, c'est un enfant malade, hein, la plupart du temps. Donc, l'équipe pédagogique de l'école a fait le choix de faire l'inverse, c'est-à-dire d'aller sur les bidonvilles pour convaincre les parents de mettre leurs enfants à l'école, même ceux qui n'étaient pas bien convaincus de le faire parce que c'est très angoissant quand on pense être expulsé à tout moment de se séparer de ses enfants
c'est prendre le risque, de pas les retrouver, d'être expulsés sans eux, enfin, il y avait toutes sortes d'angoisses de la part des parents, sans compter que c'était des parents qui avaient connu de très forts actes racistes dans leur pays d'origine, donc qui pensaient que les enseignants allaient reproduire ce racisme à l'égard de leurs enfants. Voilà, donc ce travail de conviction, on l'a mené et on l'a mené en étant, pour la première fois de ma carrière, aidée ni par, des élus, ni par, ma hiérarchie, mais en étant principalement aidée par des associations caritatives. De ma vie, je n'ai jamais autant milité avec des croyants, alors que moi, je suis quand même directrice de l'institutrice, laïque, école obligatoire, tout ça que j'ai appris pendant 3 ans à l'école normale, qu'il fallait, être à distance, des religions. Je me suis retrouvée avec, des associations, heu, à caractère religieux qui sont venus nous aider à scolariser les enfants de cette très grande misère sociale. Parce qu'avant d'être des enfants roms, s'ils sont rejetés par l'école, c'est d'abord parce qu'ils sont des enfants de la très grande misère sociale. Aujourd'hui, où de nombreux Roms, en tout cas ceux qui sont arrivés à cette époque-là, ont désormais un emploi, un logement HLM. Voilà, ben, leurs enfants rentrent à l'école, exactement comme les autres enfants. Mais ce qui était refusé, c'était d'abord cette très grande misère sociale. Et donc on a fini par faire, par accepter de faire des documentaires avec le gouvernement pour encourager nos collègues, à accepter les enfants. C'est-à-dire que l'objectif de l'école n'est pas le résultat scolaire, parce que quand un enfant n'a pas bien dormi, n'a pas bien mangé, n'a pas bien été soigné, comme le sont la plupart des enfants des bidonvilles, la plupart du temps, les résultats scolaires sont très faibles. Mais ce n'est pas ça qui est visé. Ce qui est visé, c'est de construire pour ces enfants un temps d'enfance qui est d'abord un temps d'insouciance où à l'école, ben, on a chaud, on est avec ses copains, on apprend des choses et si les choses qui sont apprises, c'est pas exactement le programme parce qu'on est arrivé trop tard, à l'école, qu'on n'arrive pas à la fréquenter régulièrement, ça n'est pas le plus important. Le plus important, c'est qu'ils soient accueillis et qu'on forme pour chacun d'entre eux un projet scolaire, qui est pas forcément exactement le projet du programme, parce qu'un enfant qui arrive à 10 ans à l'école sans savoir lire, on va pas lui faire faire un CM1, ça c'est certain. On va d'abord lui apprendre à parler en français, à tenir un stylo, enfin, à faire tout le chemin d'apprentissage que font nos enfants à nous, sauf que nos enfants à nous ont commencé à 3 ans en petite section de maternelle, donc 7 ans avant celui qui vient juste d'arriver et forcément, ça ne peut pas être rattrapé au même rythme. Voilà, donc notre premier combat, c'était d'ouvrir la porte. Le deuxième combat, c'est de faire qu'il y ait un projet scolaire et le troisième, c'est de dire qu'en France, patrie des droits de l'homme et des droits de l'enfant, il est tout à fait impossible qu'un enfant n'ait pas un toit sur sa tête, n'ait pas à manger dans son assiette et n'ait pas des vêtements chauds l'hiver et frais l'été et la possibilité d'accéder à des soins lui permettant de rester en bonne santé. Donc on s'est battu pour le maintien de la médecine scolaire, l'accès à des soins pour tous ces enfants, y compris des soins dentaires. Nous, on a eu un élève qui a redoublé tant il avait de caries qui le faisaient souffrir, qu'il n'a pas pu apprendre à lire
pendant l'année du CP et on ne trouvait pas de dentiste qui acceptaient de le prendre gratuitement. Alors que pourtant, ces dentistes, comme les médecins, avaient juré, craché sur un serment d'Hippocrate qu'ils se sentiraient obligés de soigner les plus démunis. Voilà, c'est ce combat-là. Et ce combat qui nous a fait découvrir que non seulement euh, une partie des partis politiques français ne comprenaient pas l'enjeu du racisme dans la fracture de la France, mais que la hiérarchie de l'éducation nationale était tout à fait complice de la situation et affectait les enfants de manière tout à fait erratique, nous demandant de mettre en classe banale dès le premier jour des enfants qui ne s'étaient jamais assis dans une classe. Enfin, voilà. Et qu'il y avait un, un racisme de fait, c'est-à-dire tous ces gens-là qui avaient un discours antiraciste, dans les faits, avaient des actes qui prouvaient que leurs discours étaient des discours superfétatoires. Voilà. C'est ce combat-là qui a été compliqué pour nous parce que nos bidonvilles étaient régulièrement expulsés. On a dû trouver des tickets de métro pour que les enfants continuent à venir à l'école alors qu'ils habitaient sous des ponts, dans des cabanons, ou dans des bords d'autoroute. Mais les enfants, il y a une chose qu'ils ne voulaient pas, c'était changer d'école. L'école était devenue pour eux un point d'ancrage et de sécurité qui faisait qu'on a un groupe d'élèves qui a été, alors pour le coup, vraiment relogé, enfin dans un appartement d'urgence, mais à Noisy-le-Grand. Et les enfants n'ont jamais voulu aller à l'école à Noisy-le-Grand. Ils préféraient faire 1 heure de bus le matin et 1 heure de bus le soir, juste pour garder leur maîtresse. Parce que leur maîtresse, c'était quelque chose qui structurait de manière très, très forte la manière dont ils se sentaient en sécurité à l'école. Et en fait, c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte à quel point apprendre est quelque chose qui met les enfants en insécurité. Parce que apprendre, c'est faire quelque chose que tu ne sais pas faire. Donc, puisque tu ne sais pas le faire, quand tu acceptes d'apprendre, quelque part, tu acceptes de tomber. Tu acceptes de tomber du vélo, tu acceptes de tomber à ski, tu acceptes de tomber par terre quand tu apprends à marcher. Et pour accepter de tomber, il faut être en sécurité. Et donc, pour que l'enfant apprenne à marcher, il faut qu'il tienne les 2 index de papa pour aller vers maman ou les 2 index de maman pour aller vers papa, parce que c'est ça qui lui permet de prendre courage et confiance. Merci beaucoup, Véronique. Nous avons encore cette image qu'on t'a délivrée. Euh, Qu'en penses-tu? Comment cette image résonne avec ton expérience de ces enfants-là en tant que directrice, de ton expérience de ce combat que tu as mené pour ces enfants et afin qu'ils soient scolarisés? Ce qui est terrible, c'est que sur l'image, cette professeure parle avec son psy. Et elle parle avec son psy de quoi? Non pas de ses problèmes personnels, de sa mère, de son père ou de son compagnon ou de ses angoisses. Elle parle de sa profession et ça montre à quel point, heu, le métier d'enseignant est un métier qui s'exerce tellement solitairement qu'il n'y a pas de lieu où déposer, il n'y a pas de lieu où partager. Il n'y a pas de lieu pour réfléchir en commun à comment faire pour que les enfants ne puissent
exprimer quand ils ont le sentiment de subir des actes racistes et comment faire quand les enseignants ont le sentiment ou éprouvent réellement, de la même manière que les élèves, le fait d'être jugés négativement par leurs élèves. Le fait qu'il n'y ait pas de conseil de professeur, pas de conseil de maître, pas de rencontre avec la hiérarchie dans lesquelles on pourrait évoquer ça avec des psychologues scolaires, avec des médecins scolaires. En fait, cette chose-là n'existe que quand le drame s'est déjà produit. C'est-à-dire, après Samuel Paty, on envoie des psys pour débriefer, les autres profs, les élèves, voilà. Il y a des équipes de psys d'urgence, mais c'est toujours après et c'est ça qui me semble tout à fait dramatique, alors qu'on a besoin d'élaborer ensemble qu'est-ce qui peut être ressenti comme raciste par nos élèves? Comment évoquer avec nos élèves des choses qu'ils n'ont pas envie d'évoquer, mais qui pour autant s'autoprogramment et que nous devons pouvoir discuter avec eux dans un espace qui soit un espace sécure, y compris pour eux. Merci beaucoup.